d'Or à Moose Creek. Quand on se prend des coups, il faut pouvoir se relever, round après round, et espérer remporter l'affrontement à la fin. Tout de suite sur National Geographic Channel. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des opérations des forces spéciales ont changé le cours de l'histoire. Aujourd'hui, vous allez découvrir ces épisodes sous un jour complètement nouveau. En nous appuyant sur des animations graphiques, des analyses d'experts, des tests avec des armes et des explosifs, et sur les témoignages des hommes qui ont participé à ces missions, nous avons reconstitué minute par minute le déroulement de chaque opération. Désormais, nous savons si leur réussite a été une question d'habileté, d'intelligence tactique ou tout simplement de chance. Dans cet épisode, une unité oubliée des forces spéciales, constituée de soldats de 2 nations, lance un assaut nocturne de la dernière chance, tentant désespérément de sortir de l'impasse en Italie. Nous allons suivre ces guerriers des montagnes et écouter le sergent McKinnon et les soldats Joe Daffynay et Ken Betts raconter comment ils ont entrepris une ascension intrépide dans le noir complet avant d'affronter lors d'un violent combat au corps à corps des vétérans allemands retranchés. C'est une opération à haut risque qui pourrait changer la donne sur le front sud de l'Europe. Dans les montagnes du centre de l'Italie, un énorme barrage d'artillerie alliée couvre un groupe de soldats d'élite s'apprêtant à combattre ensemble pour la première fois. Ils appartiennent à une unité secrète américano-canadienne que l'ennemi surnommera les Black Devils, les Diables Noirs, pour son redoutable savoir-faire dans les combats de nuit. Ils avancent vers le Monte La Difensa, un bastion vital de la ligne d'hiver dressée par les Allemands, et s'apprêtent à lancer un assaut impossible contre des ennemis nombreux et déterminés. Dès le début de leur ascension, ils sont confrontés à des conditions hivernales extrêmement rudes. Fin 1943, les Alliés étaient remontés jusqu'au centre de l'Italie. Ils approchaient de Rome, mais ils devaient percer la ligne d'hiver pour atteindre cette ville. Après plus de 4 ans de guerre, la chance tourne le dos à l'Allemagne hitlérienne. Les Américains envoient des centaines de milliers d'hommes en Grande-Bretagne en prévision de l'invasion alliée de l'Europe. Sur le front de l'Est, l'Union soviétique a lancé une énorme offensive hivernale contre les forces allemandes. En Méditerranée, l'Italie, ancienne alliée d'Hitler, a capitulé. Les Alliés se battent maintenant pour libérer le pays de l'occupation allemande. Mais l'ennemi oppose une résistance acharnée, tirant habilement parti du relief montagneux pour tenir les Alliés en échec. Enlisés, ceux-ci doivent reprendre la main au plus vite. Sous le nom de code Opération Raincoat, les Alliés vont lancer un assaut vigoureux et prolongé contre les défenses allemandes au sud de la capitale. Le but de cette opération est de percer la ligne d'hiver. Et pour ce faire, il faut prendre le Monte La Difensa. En cas de succès, toutes les défenses allemandes céderont et la route vers Rome sera ouverte. Mais si la mission échoue, la guerre pourrait être prolongée de plusieurs mois, voire d'1 an ou 2. Dans le cadre de l'opération Raincoat, 3 assauts alliés vont être lancés simultanément. Les Britanniques vont attaquer le Monte Camino au sud, pendant que les Américains attaqueront le Monte Maggiore au nord. Mais pour leur baptême du feu, les Black Devils devront prendre d'assaut la montagne la plus dangereuse, située stratégiquement au centre, le Monte La Difensa. Il leur faudra d'abord escalader une falaise presque verticale de 60 mètres dans l'obscurité complète, emportant tout leur équipement, 40 kg par homme. Ils devront poursuivre leur ascension sans se faire repérer par les sentinelles allemandes qui patrouillent au sommet. S'ils y parviennent sains et saufs,
le plus dur sera à venir. À eux seuls, ils devront vaincre environ 400 ennemis lourdement armés. Retranchés dans leur position, disposant de mitrailleuses MG42, de mortiers et d'un stock de grenades pratiquement illimité. Le seul moyen d'y arriver est de lancer un assaut massif et d'affronter les Allemands dans un combat au corps à corps. Si les Black Devils réussissent à mener à bien cette opération, ils devront ensuite poursuivre vers l'objectif suivant, le Monte la Remetanea. C'est seulement alors qu'ils auront accompli leur mission et sécurisé les hauteurs qui ouvrent la voie vers Rome. Bill Story est avec une équipe de reconnaissance qui cherche des voies pour gravir la montagne. Jeune adjudant dans l'infanterie légère de Winnipeg, il s'était porté volontaire pour l'entraînement parachutiste afin d'être au cœur de l'action et a été affecté chez les Black Devils. Intelligent et organisé, il a rapidement été nommé au détachement de commandement. Aujourd'hui, il voit les traces macabres des précédents assauts repoussés. En 1943, les Allemands savaient construire une bonne ligne défensive. Ils avaient posé des dizaines de milliers de mines le long de la ligne d'hiver, installé des avant-postes de mitrailleuses dont les angles de tir se chevauchaient, des barbelés et des pièces d'artillerie. Pas un centimètre de la ligne d'hiver ne leur échappait. Et c'est dans la gueule de ce monstre défensif qu'on a envoyé les Black Devils. Les Allemands semblent contrôler tous les chemins menant au sommet de la montagne. Mais Bill Story et les éclaireurs en trouvent un qui pourrait permettre de contourner les défenses allemandes par le nord, même si de prime abord, cela paraît impossible, voire insensé. Toutes les voies normales avaient été essayées. Les Allemands avaient bouclé le sommet de la montagne. Il ne restait qu'une solution, escalader la falaise. C'est un plan quasiment suicidaire que seule une unité ayant l'expérience et l'entraînement des Black Devils oserait envisager. À l'origine, cette unité d'élite, officiellement nommée Première Force de Service Spécial, devait mener des opérations derrière les lignes ennemies dans des conditions hivernales extrêmes. Tous ces hommes ont été choisis pour leur aptitude à survivre dans une nature hostile. Beaucoup sont d'anciens bûcherons, gardes forestiers ou chasseurs d'Amérique du Nord qui ont suivi un entraînement intensif au combat en montagne au cœur de l'hiver. Initialement, ils devaient attaquer les Allemands en Norvège. Dans les montagnes du Montana, ils s'étaient entraînés quotidiennement à l'escalade et à la marche jusqu'à l'épuisement, ce qui leur a permis d'assurer leur mission en Italie. Le Canadien Joe Dauphinet, originaire des plaines du Manitoba, est spontané et espiègle. Ce qui lui a valu d'être rétrogradé 2 fois du grade de caporal à celui de simple soldat. Il a été affecté à une équipe de 4 hommes dirigée par 2 des meilleurs grimpeurs de l'unité, les sergents Howard Van Osdale et Tom Fenton. Ils vont escalader la montagne avec des cordes que les autres hommes utiliseront à leur tour. Van et Tom ont commencé à grimper et ont attaché nos cordes au bout des leurs. Puis ils ont emporté ces cordes jusqu'au sommet de la montagne. Juste en dessous du sommet, il y a une falaise haute de 60 mètres, inclinée à 70 degrés. En atteignant la crête, les éclaireurs prennent un risque énorme. Van m'a dit qu'ils avaient cédé à la curiosité. Ils sont montés encore un peu pour jeter un coup d'œil, et ils ont vu une sentinelle allemande qui s'éloignait de la falaise. Imaginez qu'ils aient été repérés. Ça aurait signé l'échec de la mission. Les Black Devils ont une chance inouïe. S'ils avaient été repérés, la réaction aurait été immédiate et impitoyable. Les hauteurs entourant le Monte la Difensa sont tenues par environ 400 hommes, dont ceux du 104e régiment de Panzergrenadiers, des vétérans endurcis ayant combattu en Afrique du Nord et en Sicile.
Retranchés en haut de la montagne, ils ont creusé des positions défensives à l'explosif dans la roche. Ils évitent les crêtes très exposées au feu ennemi et occupent des positions bien camouflées et placées stratégiquement autour du sommet. Leurs mitrailleuses et leurs mortiers sont prépositionnés pour couvrir toutes les voies d'accès. Ils ont calculé minutieusement les directions et les distances et peuvent frapper à l'aveugle si besoin est. Mais ils ne surveillent pas la falaise située au nord-est, pensant que personne ne serait assez fou pour attaquer par là. Joe Dauphinet et les 100 hommes de la première compagnie escaladent la voie prétendument impraticable menant au sommet. Parmi eux, le soldat américain Ken Betts, orphelin sans famille, n'ayant rien à perdre, qui s'est engagé pour un supplément de solde de $50 par mois. Et le sergent canadien Don McKinnon. 2 ans plus tôt, il a menti sur son âge pour s'engager à 16 ans et suivre les pas de son frère aîné dans l'armée. Aujourd'hui, il se demande si c'était vraiment une bonne idée. J'ai commencé à me dire, qu'est-ce que je fais sur cette foutue montagne, si loin de chez moi? Je pensais à ma famille à Montréal, et je savais qu'ils n'avaient aucune idée de l'endroit où je me trouvais. Je n'avais que 18 ans. Sur la montagne, les conditions sont difficiles. McKinnon, Betts et la première compagnie escaladent la falaise, couverts par l'artillerie américaine qui pilonne le sommet depuis des positions situées à 15 km. 22 000 obus s'abattent sur les Allemands en 1 heure. Plus de 900 canons tiraient pendant que les hommes grimpaient. Comme l'a dit un des Black Devils, la montagne semblait être en feu. Les obus forcent l'ennemi à se terrer. Si le groupe d'attaque était repéré maintenant, l'assaut pourrait rapidement tourner au massacre. S'ils avaient été repérés pendant leur ascension, les Black Devils auraient été terriblement exposés. Les Allemands auraient pu leur jeter des grenades, les mitrailler du haut de la falaise ou leur jeter des pierres. Et les Black Devils n'auraient rien pu faire d'autre que de subir en continuant à grimper. Mais ce pari à haut risque s'avère payant. Après une trentaine de minutes d'escalade à la corde, Don McKinnon et la première compagnie atteignent le sommet sans encombre. C'est un exploit incroyable. Les Allemands n'avaient pas vraiment de raison d'aller voir si quelqu'un escaladait la falaise. C'était une voie impraticable. Personne ne pouvait monter par là. La première compagnie du capitaine Roslin est bientôt rejointe par les 2e et 3e compagnies, 300 hommes au total. La 3e compagnie est sur le flanc droit, la 2e compagnie au centre et la première compagnie à gauche. La première phase cruciale de la mission est accomplie. Les soldats se préparent pour la 2e étape, un assaut nocturne au corps à corps dont dépend non seulement la victoire, mais aussi leur survie. Alors que les Black Devils s'apprêtent à combattre, beaucoup sont proches de l'épuisement après leur escalade héroïque. Leur vision et leur coordination devaient être troublées, et leur souffle coupé. Et cela a dû altérer leur aptitude à combattre. Dans ces moments, il est difficile d'avancer en silence et de bien viser. C'est pourquoi les forces spéciales accordent une telle importance à l'entraînement physique. Les Black Devils peuvent se rassurer en se disant qu'une fois au combat, ils pourront compter sur une des armes d'infanterie les plus efficaces de toute la guerre. Voici le Garand M1, un fusil à rechargement par empreinte gaz semi-automatique. On pouvait y fixer une baïonnette. Il n'était pas parfait. Il était un peu lourd. Mais son principal défaut, c'est que le tireur pouvait se blesser le pouce. Pour recharger, les soldats appuyaient ici, et la culasse avançait en écrasant leur pouce.
Le Garand était compliqué, mais incroyablement robuste. Les GIs l'adoraient. Et surtout, il avait un pouvoir d'arrêt fabuleux. C'est pourquoi il était si efficace sur un champ de bataille. 300 hommes des Black Devils ont atteint le sommet du Monte La Difensa en pleine nuit, sous une pluie battante. Ils passent à la deuxième phase de l'opération. Après avoir fixé des baïonnettes sur leur Garand, ils avancent furtivement pour attaquer les positions allemandes par surprise. Grâce à leur extraordinaire escalade nocturne, ils sont passés totalement inaperçus. Juste au bon moment, l'artillerie alliée a déplacé ses tirs sur des cibles plus éloignées pour épargner les Black Devils. Les soldats allemands aguerris savent que cela annonce une attaque d'infanterie imminente. Avec leurs armes prépositionnées, ils tirent dans la nuit sur les sentiers de montagne, d'où ils s'attendent à voir arriver l'assaillant. Mais ces sentiers sont déserts. Les Black Devils sont déjà sur la montagne et ils se rapprochent. Le sergent Don McKinnon, 18 ans, est avec la première compagnie sur le flanc gauche. On était pratiquement sur les positions allemandes quand l'un de nous a fait rouler une pierre. L'éclaireur Howard Van Osdale tire le premier coup de feu. L'enfer s'est déchaîné. Joe Dauphiné rejoint les éclaireurs qui tentent de se mettre à l'abri des tirs. Ça fusait dans tous les sens. Les tirs allemands étaient nourris, mais je ne pense pas qu'ils savaient ce qu'ils visaient ou qu'ils comprenaient ce qui se passait. Les Allemands ont été pris au dépourvu, mais ils sont prompts à réagir. Ils occupent une chaîne de postes défensifs située derrière la crête, et les Black Devils doivent les prendre un par un. Mais ils doivent d'abord mettre les Allemands en déroute et remporter l'affrontement à la seule force de leurs armes. Ensemble, leurs trois compagnies ont une formidable cadence de tir de 36 000 coups par minute, grâce à un nombre élevé d'armes automatiques et plus d'une année d'entraînement intensif. Août 1942, Fort William Henry Harrison, Montana. Sous le commandement du lieutenant-colonel américain Robert Frederick, un commando multinational unique a commencé à s'entraîner pour une mission exceptionnelle. Nommée Première Force de Service Spécial, c'est la première unité de l'histoire réunissant des soldats américains et canadiens. On voyait que les unités d'élite, comme les commandos en Grande-Bretagne ou le SAS en Afrique du Nord, étaient très utiles. On a donc voulu en créer davantage, mais il y avait aussi un peu de compétition entre les nations. Les Britanniques avaient leurs forces spéciales, alors les Canadiens et les Américains ont voulu créer les leurs. Ces hommes étaient soumis à un entraînement incessant, axé sur le maniement des armes, l'alpinisme, le parachutisme et la démolition. Mais avant tout, ils entretenaient leurs conditions physiques. Nous étions tous surentraînés, jusqu'au dernier d'entre nous. C'est à cette époque que j'étais au mieux de ma forme. C'est la naissance d'une des premières unités modernes de forces spéciales au monde. Après plus d'un an d'entraînement, quand ces hommes ont enfin été amenés à combattre les Allemands en Italie, l'unité de combat parfaitement affûtée était comme un serpent lové, prêt à mordre. Tous les Black Devils du 2e régiment sont maintenant au sommet du Monte La Difensa. Leur tâche suivante consiste à éliminer des positions ennemies près de la crête, tenues par plus de 200 vétérans allemands. Les trois compagnies se déploient. Les Canadiens Joe Dauphiné et Don McKinnon et l'Américain Ken Betts sont avec la première compagnie sur le flanc gauche. Ils savent tous que le repli n'est pas une option. En cas d'échec, les Black Devils étaient voués à une mort quasi certaine. Ils n'avaient nulle part où se replier si leur offensive échouait. Tout leur plan repose sur la rapidité et la vigueur de l'attaque. Ils doivent frapper fort avant que l'ennemi ait le temps de réagir. Le sergent Don McKinnon mène son équipe vers les positions allemandes sur la crête en employant la méthode de tir et de mouvement, une tactique clé de l'infanterie moderne.
La tactique de tir et de mouvement, c'est quand les soldats appliquent des tirs de suppression pendant que d'autres avancent. Ils courent sur une courte distance, faisant ce qu'on appelle un bond tactique, puis effectuent des tirs de couverture pendant que leurs camarades avancent à leur tour. Ils continuent jusqu'à ce qu'ils soient assez proches pour lancer l'assaut final. Chaque groupe de 16 hommes dispose de sa propre mitrailleuse légère. Ken Betts, l'Américain qui s'est engagé pour un supplément de solde, porte la Browning calibre 30 de l'équipe. C'est son baptême du feu et il se déchaîne. On a armé notre mitrailleuse et on a tiré sur tout ce qui ressemblait à un Bosch. On est vite venu à bout de nos quelques ceintures de balles. Vous savez quoi? Un proverbe dit qu'il n'y a pas d'athée dans les tranchées. Eh bien, c'est vrai. Malgré leur entraînement intensif, c'était l'une des premières opérations des Black Devils. Beaucoup d'entre eux étaient donc inexpérimentés. Ils ont dû apprendre très vite au bord de cette falaise. Combattre de nuit, c'est très difficile. Ça complique la communication, l'identification et l'orientation. Une parfaite compréhension des objectifs et un bon commandement sont vitaux. Les Black Devils sont surentraînés et ils ont un moral excellent, mais presque aucune expérience du combat. Au départ, ce genre d'unités subissent souvent de très lourdes pertes, car elles poussent l'enthousiasme jusqu'à l'inconscience. Mais pour cet assaut, c'est exactement ce qu'il fallait. Malgré leur inexpérience, Betts et les autres Black Devils font preuve d'agressivité et de détermination. Laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes un bleu pendant une seule seconde, pas un instant de plus. Et après cette première seconde, soit vous êtes un vétéran chevronné, soit vous êtes mort. Le soldat Joe Dauphinet, qui a escaladé la montagne en premier, est sur le flanc gauche de l'unité. Il tente d'avancer sous le feu nourri des Allemands. Bien sûr, c'est à ce moment qu'ils m'ont canardé. Ils n'arrêtaient pas de tirer. Le Canadien est pris pour cible par la redoutable mitrailleuse MG-42. La MG-42, la mitrailleuse allemande à tout faire, avait une cadence de tir infernale. À 1500 coups minutes, on croirait entendre du tissu qu'on déchire. On l'appelait la tronçonneuse d'Hitler. Elle jouait un rôle central dans la défense des lignes allemandes. Elle équipait plusieurs postes de tir camouflés. Et en raison de sa longue portée, c'était la première arme à ouvrir le feu. Son trépied et sa visée optique superbement construits lui permettaient d'atteindre des cibles situées à 2700 mètres en plein jour. La MG-42 était une arme terrible. Je n'avais aucune chance. Ils m'ont eu. Je ne sais pas si c'était le choc de la balle qui m'a atteint, mais je me suis évanoui. Au bout d'un moment, j'ai repris connaissance. J'avais assez de jugeote pour ne pas bouger. Je suis resté immobile, et quand ils ont visé les gars derrière moi, j'en ai profité pour me tirer de là. Une fois à l'abri, j'ai regardé mon bras blessé. J'ai aussi remarqué que je n'avais plus que le canon de mon fusil. J'en avais pris une dans le bras, mais c'est mon Garand qui avait le plus souffert. Joe Dauphinet a été sauvé par son arme. Il a eu une chance inouïe. Toujours exposé à un feu nourri, il bat en retraite pour aller chercher des infirmiers. Alors que l'aube approche, les Black Devils sont à moins de 100 mètres de leur cible, les grottes et les bunkers qui défendent le sommet du Monte la Difensa. C'est là que leur mois d'entraînement s'avère payant. Des tirs concentrés et rapides forcent l'ennemi à se terrer, pendant qu'une attaque par le flanc se met en place. En l'absence de tir direct ou indirect, il faut se rapprocher, lancer des grenades et tout faire sauter. La plupart des combats se font presque au corps à corps. Les Allemands n'ont rien dû comprendre. Ils étaient bombardés par l'artillerie, et tout à coup, des soldats alliés sautent en hurlant dans leurs fortifications.
Pour l'assaut final, les soldats utilisent un pistolet mitrailleur et un couteau. La Thompson a été rendue célèbre par la guerre des gangs pendant la Prohibition aux États-Unis. Voici la Thompson M1, conçue pendant la Première Guerre mondiale pour tirer dans les tranchées. Cette arme a du punch. Elle tire du calibre 45. Elle n'a pas beaucoup de portée, mais en combat rapproché, elle fait parfaitement l'affaire. Pour le combat au corps à corps, certains des Black Devils utilisent une arme redoutable, conçue par leur propre commandant. En 1942, le colonel Frederick a inventé le couteau de combat V42. V pour victoire. Mais les membres de la première force de service spécial l'appelaient le couteau de la force. Sa lame à double tranchant était en acier au carbone. Sa base était rainurée pour une meilleure prise en main. Son manche était en cuir et il y avait un poinçon acéré sur le pommeau. Il faut avoir le cœur bien accroché pour tuer un homme au couteau ou à main nue. Il y en avait certains dans l'unité qui y prenaient plaisir. On aimait la bagarre. La plupart des gars adoraient ça. Les techniques de combat rapprochées que les Black Devils avaient apprises ont dû les mettre en confiance. Mais tuer au couteau, ce n'est pas comme tirer à distance. Et ils excellaient dans ce domaine. L'attaque soudaine et féroce des Black Devils inverse la tendance. Les avant-postes allemands battent en retraite. Tout de suite, la suite. Je me souviens d'une guerre assez étrange, c'était la guerre du Golfe. 90, la première image c'est le Rwanda. 98, ça a marqué à tout jamais l'imaginaire collectif. Lilian Thuram, Patrick Poivre d'Arvor, Michel Chevalet, Christophe de Chavannes, Jean-Pierre Jeunet et Bernard Kouchner reviennent sur les années 90, la décennie des connexions, en novembre, sur National Geographic Channel. Est-ce qu'on est vendredi? Non. C'est vendredi? Non. C'est vendredi, là? Non. C'est quand, vendredi? Votre cerveau s'ennuie. Est-ce que c'est vendredi? Et si je te disais oui? C'est génial! C'est parti, c'est vendredi! Il est temps de vous en occuper avec des séries aussi amusantes qu'enrichissantes. Les Agités du cerveau, tous les vendredis à partir de 20h40 sur National Geographic Channel. Quand Thomas effectue un virement pour payer le premier loyer de sa fille, il le fit en sortant de chez elle, d'un simple geste. Mais il aurait aussi pu le faire dans un taxi, entre deux arbres, à la verticale ou même à l'horizontale. C'est aussi simple que ça, l'appli par Société Générale. Virement sécurisé et tous les services de votre banque accessibles en une seule application. En savoir plus sur idpourvous.fr. Société Générale. L'appli élue meilleure application bancaire tout en un au monde en 2014. Regarde, papa, regarde ce que j'ai fait. Papa conduit mon poussin, il peut pas te regarder, d'accord? Mais papa, j'ai fait un bonhomme. Tout à l'heure, Léo, je peux pas te regarder et regarder la route en même temps. Tu comprends? Regarde, papa, j'ai fait une moustache. Non mais Léo, je suis sûr qu'elle est très bien ta moustache, mais je conduis. Je m'occupe de toi. Désespoir. Quand vous regardez votre smartphone, qui regarde la route ? De nouveaux pneus pour le prix d'un vernis à ongles, c'est uniquement sur wellbeat.com. Qu'attendez-vous? Réalisez vos rêves, enchérissez et remportez des produits de marque à des prix incroyablement bas sur wellbeat.com. Wellbeat.com, des enchères palpitantes. On a tous nos petits secrets, je sais, mais elle en avait un peu trop pour moi. C'est pour ça que je l'ai quittée. Et depuis, j'ai fini par trouver celle qu'il me fallait. Et elle me cache rien. Chez ING Direct, les tarifs sont clairs et la carte Gold Mastercard est gratuite, même après la première année. ING Direct, améliorons la banque. Et en ce moment, profitez de 80 € offerts pour l'ouverture d'un compte courant ING Direct.
À l'aube, les Allemands se replient vers le Monte la Remetanea et vers le col séparant le Monte la Difensa et le Monte Camino. L'unité a remporté une victoire tactique éclatante que beaucoup pensaient impossible. Elle a réussi la première phase de l'opération et pris la forteresse du Monte la Difensa. C'est allé vite. Pour les Allemands, la surprise était totale. C'était fini en 2 heures. Les Black Devils dénombrent 75 morts du côté allemand, mais ils ont subi de lourdes pertes, 20 morts et 160 blessés. Cette unité aux effectifs réduits doit tenir la montagne avant de passer à son deuxième objectif. Ils avaient réussi. Ils avaient escaladé la falaise et chassé les Allemands. Mais ils étaient encore coincés en haut de cette montagne, exposés aux éléments, luttant pour se raccrocher à n'importe quoi. Et malgré leur victoire, ils craignaient encore d'être vaincus. Les Black Devils sont censés avancer vers leur second objectif, le Monte la Remetanea. Mais 9 heures après le début de la mission, ils sont stoppés par une violente contre-attaque allemande. Les ripostes éclairs sont la spécialité de l'armée allemande. L'ennemi chevronné est déterminé à repousser les Black Devils en bas de la montagne. Les forces allemandes en Italie sont commandées par le général-feldmarschall Kesselring, un des généraux les plus doués d'Hitler. Surnommé Albert le Souriant, il a pour stratégie d'entraîner les Alliés dans une guerre d'usure et de les saigner à blanc alors qu'ils attaquent une succession de lignes défensives dans les montagnes. L'artillerie allemande pilonne les positions des Black Devils. Au milieu du vacarme, on entend le hurlement des roquettes, indiquant que l'ennemi a déployé une de ses armes les plus redoutées. Lancé en 1941, le Nebelwerfer était un lance-roquettes à 6 canons de 5500 mètres de portée. Contrôlé à distance, il tirait toutes ses roquettes en un seul tir de barrage dévastateur, 6 munitions en 10 secondes. L'infanterie alliée l'appelait la Mimi hurlante. Don McKinnon n'avait jamais été bombardé par l'artillerie. Lui et ses hommes se ruent à l'abri. On était sur les anciennes positions allemandes. Bien sûr, les Allemands savaient où elles étaient. Ils ont réglé leurs mortiers et leurs lance-roquettes, et ils nous ont arrosés. Sous un bombardement et des tirs de mitrailleuses incessants, les pertes commencent à s'alourdir. Il y avait beaucoup de blessés, surtout à cause du granit. Les balles de mitrailleuses atteignaient les rochers et des éclats étaient projetés sur nos visages. Maintenant que le jour s'est levé, l'unité subit la deuxième phase de la contre-attaque allemande, les snipers cachés parmi les rochers. Le sergent-chef Bill Story, qui a participé à la première reconnaissance, arrive sur la montagne avec son détachement de commandement. Il apprend vite à baisser la tête. Chaque unité allemande avait un certain pourcentage de soldats qui avaient suivi un entraînement de tireurs d'élite. Ils ont tué beaucoup de nos camarades. Le sniping est une forme d'art. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est la technique défensive parfaite pour les Allemands, parce qu'ils peuvent immobiliser des compagnies entières avec une poignée de tireurs qualifiés. Comme les snipers actuels, les Allemands travaillaient par deux. Un qui repère, l'autre qui tire. Et ils changeaient de rôle toutes les demi-heures pour rester concentrés. Les snipers allemands ont un fusil au long pédigré qui a été produit à des millions d'exemplaires. Le Kar 98 était un Mauser à verrou. Fusil simple datant de la Première Guerre mondiale, c'était l'arme personnelle du soldat allemand. Il pouvait recevoir une baïonnette, une lunette et même un lance-grenade. Facile à entretenir et à utiliser, il était très précis. Ses munitions de 7,92 avaient beaucoup de punch.
Je vais vous montrer sa précision à 45 mètres en essayant d'atteindre cet œuf sur le poteau. C'était à 45 mètres. Mais les meilleurs snipers allemands pouvaient atteindre la tête d'un ennemi à 360 mètres. 8 fois cette distance. Les Black Devils sont censés avancer vers leur second objectif, le Monte la Remetanea. Mais ils sont stoppés par les snipers et les tirs de roquettes. Leur radio étant hors d'usage, le colonel Frederick escalade la montagne pour voir ce qui se passe. On ne savait jamais où il allait apparaître. Vous étiez en patrouille, en train de vous faire canarder, et soudain, il débarquait de nulle part. C'était Frederick. Il a été blessé 8 fois pendant la guerre. Le colonel Robert Frederick est un personnage intéressant. Il partageait tout avec ses hommes. Il escaladait les mêmes montagnes qu'eux, participait aux mêmes opérations, et comme dans la plupart des forces spéciales, cette proximité est essentielle. Les officiers doivent être sur le front pour pousser leurs hommes à accomplir des exploits incroyables. Mais commander sur le front n'est pas sans risque. Il pouvait remonter le moral des troupes et contrôler la situation en temps réel. Mais il risquait de manquer de recul et de s'exposer au danger. Cela dit, il faisait avec les limites technologiques de l'époque. Les radios étaient peu fiables et les lignes téléphoniques étaient souvent coupées par des tirs d'artillerie. Il n'y avait pas de drone de surveillance ni de caméra de casque. Alors partir en reconnaissance était sans doute la bonne décision, et c'était assurément une décision courageuse. Du haut de la montagne, le colonel Frederick a une meilleure vision de la situation et elle n'est pas bonne. Les Black Devils doivent prendre le second objectif, le Monte la Remetanea. Mais alors qu'ils essaient d'avancer, ils essuient de violents tirs de flanquement depuis les hauteurs encore contrôlées par l'ennemi. À la fin du premier jour, le 142e régiment d'infanterie américain tient le Monte Maggiore au nord. Mais les Britanniques sont repoussés par un feu nourri depuis le sommet du Monte Camino. Tant qu'il ne sera pas conquis, les Black Devils seront bloqués. L'unité a passé 2 longs jours et 2 nuits glaciales dans la montagne sous un déluge de feu incessant. Les hommes sont isolés, épuisés, à court de munitions et d'eau. Leurs réserves doivent être acheminées par des sentiers escarpés ciblés par l'ennemi. Une contre-attaque allemande pourrait les déloger de la montagne à tout moment. Ils ne connaîtront pas de répit tant que les Britanniques n'auront pas pris le Monte Camino. Mais il n'y a aucune solution de repli. La topographie des lieux les oblige à lancer un assaut frontal. À chaque avancée, ils sont accueillis par des tirs de mortier et de mitrailleuses d'une précision redoutable. L'ancien sergent-chef Bill Story vient d'obtenir la toute première promotion de l'unité. Il remplacera un des nombreux officiers morts au combat. Il est avec l'état-major du régiment et il a une vue d'ensemble des opérations. J'étais tout en haut de la Difensa. Je regardais le Camino et les Britanniques. Ils arrivaient pratiquement au sommet du Monte Camino. Il leur restait un seul homme et celui-ci redescendait. J'ai vu cette scène se reproduire à plusieurs reprises. D'habitude, les unités alliées peuvent demander un appui aérien pour que l'aviation mitraille et bombarde les défenses allemandes. Mais les avions alliés sont cloués au sol à cause du mauvais temps. Le rapport du colonel Frederick à l'état-major révèle combien la situation est précaire. Les hommes sont mal en point à cause de la fatigue et de l'hypothermie. Les snipers allemands nous harcèlent. Les positions que nous occupons resteront inconfortables tant que l'ennemi tiendra le versant nord du Monte Camino. La situation est désespérée. Le colonel Frederick n'a plus qu'une seule option, l'attaque. Les Black Devils ont enfin reçu assez de munitions, de vivres et de renforts pour lancer un deuxième assaut.
Tout comme les Britanniques, ils sont visés par les mitrailleuses et les mortiers allemands postés sur le col entre les Monte La Difensa et Camino. Le colonel Frederick envoie 4 compagnies nettoyer la montagne. Pour soutenir l'assaut, l'unité dispose d'une nouvelle arme dévastatrice. Le lance-roquette, ou bazooka, qui tire son nom de l'instrument de musique joué par un célèbre comique de l'époque. La première force de service spécial a été la première à en avoir un. C'était facile à assembler. Il y avait 2 opérateurs, un qui tirait et un qui rechargeait en s'assurant que personne n'était derrière, car le souffle était violent. Les GIs devaient viser les chenilles des tanks pour les neutraliser. Cette arme pouvait perforer 10 cm d'acier. Le bazooka nous est parvenu tout chaud sorti du four. On a eu les tout premiers exemplaires produits et le manuel a été rédigé d'après notre expérience. Les hommes se sont aperçus que le bazooka avait quelques grosses lacunes. Pour percer le blindage des chars allemands, il fallait tirer à moins de 45 mètres. De plus, la déflagration trahissait immédiatement votre position. Tirer au bazooka était donc une des tâches les plus risquées. En revanche, il était très pratique pour détruire les bunkers ennemis. Baïonnette au fusil, les Black Devils avancent. Le col est défendu par des MG-42, des snipers et des mortiers solidement enracinés. Après plusieurs heures de violents combats rapprochés, les positions allemandes sont conquises. La voie est libre et les Black Devils peuvent marcher vers leur dernier objectif, le Monte La Remetanea. L'unité a déjà perdu plus de 400 hommes. Un tiers de ses combattants ont été tués, blessés ou sont à bout de force. Les soldats restants doivent maintenant s'armer de courage pour lancer au lever du jour un dernier assaut sanglant qui déterminera l'issue de toute l'opération. Tout de suite, la suite. Bienvenue dans une décennie où l'on croyait tout possible. It's too crazy. Dans les années 90, To be in the right place at the right time. on a adoré nos Friends. Pleuré la disparition d'une princesse. Princess Di is dead. Et célébrer la fierté d'une nation. Oh my God, we did it. The 90s, la décennie des connexions, racontée par Patrick Poivre d'Arvor, tous les samedis et dimanches à partir de 20h40 sur National Geographic Channel. La guerre, c'est plus qu'une bataille entre deux ennemis. Elle peut engendrer des héros et des monstres. Ich bereue nichts. Mais chaque histoire peut cacher un secret que certains veulent garder dans l'ombre et que d'autres veulent dévoiler. It's absolutely clear the whole course of the war would have been different. Découvrez les grandes histoires de la guerre dans Nazi, une autre histoire. Tous les jeudis à 20h40 sur National Geographic Channel. Avant elle, j'étais du genre à enchaîner les relations. Ça m'est même arrivé d'en avoir plusieurs en même temps. Mais aujourd'hui, j'ai enfin trouvé la bonne. C'est la première qui me donne envie de penser à l'avenir. Avec ING Direct et son assurance vie sans frais d'entrée ni de versement, pas besoin de payer pour épargner. ING Direct, améliorons la banque. Regarde, papa, regarde ce que j'ai fait. Papa conduit mon poussin, il peut pas te regarder, d'accord? Mais papa, j'ai fait un bonhomme. Tout à l'heure, Léo, je peux pas te regarder et regarder la route en même temps. Tu comprends? Regarde, papa, j'ai fait une moustache. Non mais Léo, je suis sûr qu'elle est très bien ta moustache, mais je conduis. Je m'occupe de toi. Désespoir. Quand vous regardez votre smartphone, qui regarde la route ?
Un nouveau vélo pour le prix d'une boisson énergisante, c'est uniquement sur wellbeat.com. Enchérissez et remportez des produits de marque à des prix incroyablement bas sur wellbeat.com. Wellbeat.com, des enchères palpitantes. Les Black Devils ont escaladé la montagne, pris le Monte La Difensa et enduré 3 jours de représailles à son sommet. Maintenant, ils peuvent enfin avancer et finir le travail. La première force de service spécial lance son offensive. Mais les hommes sont surpris de ce qu'ils trouvent. L'attaque de la Remetanea n'a pas été difficile. On a perdu quelques hommes, mais les Allemands n'avaient vraiment pas le cœur à s'accrocher. Les Allemands, usés par plusieurs jours de combat, battent en retraite. Le lendemain soir, les Britanniques prennent enfin le Monte Camino. Le dernier sommet est aux mains des Alliés et la route de Cassino, la passerelle vers Rome, est ouverte. Après 6 jours au sommet sous le feu ennemi, transis de froid et épuisés, les hommes de la première force de service spécial quittent la ligne de front. Ils ont mené à bien l'un des plus remarquables assauts nocturnes de la Seconde Guerre mondiale, réalisant l'impensable en prenant une montagne d'une importance stratégique vitale et en la défendant contre tous les assaillants. Quand ils redescendent, ils sont traités avec le respect qu'il aurait dû. Les hommes de la 36e division d'infanterie étaient au pied de la Difensa. Ça faisait environ 3 mois qu'ils essayaient de grimper sans jamais avoir atteint le sommet. Quand on est arrivé dans le secteur, certains nous disaient « On est vraiment désolé pour vous, les gars » ou « Bye bye, content de vous avoir connus ». Mais ça, c'était avant qu'on monte. Ils étaient beaucoup plus silencieux quand ils nous ont vus redescendre. Ils n'arrivaient pas à y croire. Mais fatalement, le prix à payer est élevé. 73 Black Devils ont été tués et 313 blessés. 116 autres ont dû être hospitalisés tellement ils étaient épuisés. À la fin de l'opération, ils étaient en piteux état. Ils s'étaient battus pendant des jours et avaient escaladé une montagne. L'unité qui en est redescendue, bien que victorieuse, était à bout de force. Parmi les survivants de cette spectaculaire mission, on comptait les Canadiens Bill Story, Don McKinnon et Joe Dauphinet, blessés au combat, ainsi que les Américains Ken Betts et Robert Frederick, le vaillant commandant de l'unité. Plus tard, à 37 ans, il est devenu le plus jeune général de division de l'armée américaine et il est resté dans les mémoires comme l'un des rares généraux à avoir servi sur le front coude à coude avec ses hommes. La première force de service spécial du colonel Frederick n'a pas perdu une seule bataille de toute la guerre. Elle a passé le reste de l'hiver à combattre pour frayer un chemin aux Alliés qui avançaient vers Rome. En juin 1944, peu avant le jour J, les Black Devils ont été l'une des premières unités alliées à entrer dans la capitale italienne. Après leur raid victorieux sur le Monte La Difensa et leurs batailles en Italie, puis en France, ils se sont forgés une réputation d'unité d'élite impitoyable aux états de service impressionnants. Mais alors que la guerre en Europe touchait à sa fin et que l'Allemagne hitlérienne subissait une défaite totale, il a été décidé que cette formation spécialisée était devenue inutile. Les soldats canadiens et américains ont été renvoyés dans leurs armées respectives. Le 5 décembre 1944, les Black Devils se sont mis en rang une dernière fois. C'était le jour le plus triste de ma vie. Quand ils ont ordonné les Américains fixes, les Canadiens rompaient les rangs en colonne par 3. Des larmes se sont mises à couler sur les joues de tous ces salopards de dur à cuire. C'était d'autant plus terrible que nous étions très unis et que nous n'aurions plus l'occasion d'être ensemble. C'était un triste jour. La première force de service spécial a existé pendant un peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, ces hommes sont des héros oubliés, issus de ce que beaucoup considèrent comme le front oublié de la Seconde Guerre mondiale. Mais leurs faits d'armes remarquables,
leur réputation d'habileté, de courage et de férocité sont pour les initiés l'essence même d'une légende militaire. Leur héritage de bravoure, ainsi que leurs outils, leurs tactiques et leur entraînement novateur, ont ouvert la voie aux forces spéciales américaines et canadiennes qui servent aujourd'hui leurs pays respectifs. Tout de suite sur National Geographic Channel. T'es sur la route, Jamie? Allons-y, c'est parti! Génial! Cet hiver, sur la route de l'enfer, il faut respecter cette route. Ça peut tourner très fort et très vite. C'est le bazar là-haut. Bon sang, c'est du sérieux. Dépêchons-nous, ils vont nous détester. Pas question de fermer la route. Allez-y! On tire. Il se met en portefeuille, attention! Voilà l'hélico. Tu fais quoi? Bon, laisse tomber. Je suis foutu. Non! Non, non, non! La concurrence est rude. Excellent. Non! C'est son problème. C'est pas bon. Bienvenue en hiver. au milieu des pics enneigés de la Colombie-Britannique, serpente une route unique au monde. Ne descends pas trop vite. Un grand 8 terrifiant et impitoyable. Ce matin, c'était une vraie patinoire, la vache. Creusé dans les montagnes les plus escarpées d'Amérique du Nord. Fais gaffe! Si vous n'avez jamais emprunté cette route, vous ne pouvez pas la comprendre. La route 5, Coquillala. Elle est très dangereuse. Il faut mettre les chaînes pour monter. Chaque jour, des centaines de routiers doivent défier la mort. L'avalanche m'a coupé la route. Par beau temps, la route Coquillala est une merveille d'ingénierie. Mais quand la météo est mauvaise... C'est le triangle des Bermudes des camions. C'est un voyage en enfer. Et il a explosé. Il faut une armée pour garder la coque ouverte. Quand la route s'arrête, tout s'arrête. Et en dernier recours... 5-4 à 1-5-0. Jimmy Davis en route. C'est sérieux. Il faut l'intervention de dépanneuses lourdes. Pousse-toi. Et d'hommes... Il y en a un qui va se prendre une prune. Prêts à relever tous les défis... Attention! Que la montagne leur lance. Je crois qu'on est les seuls dépanneurs au monde à pouvoir faire ça. Car la coque ne doit jamais fermer. L'hiver est là, il faut faire avec. Quelqu'un sait comment est la coque? Je crois qu'il prévoit 20 cm. Aux 3/4 de la route qui monte à 9 miles, les conditions changent. La pluie commence à se transformer en gros flocons de neige humide. Début novembre. Je viens d'avoir des problèmes d'adhérence. La première tempête de la saison s'abat sur la route Coquillala. C'est le bazar là-haut. Il y a 2 chasse-neige qui vont déblayer la côte pendant toute la nuit. La moitié des gens qui montent ce soir n'ont pas la moindre idée de ce qui les attend. Avancez. Les équipes d'entretien font tout leur possible pour maintenir le trafic. La première tempête surprend toujours tout le monde. Il y a beaucoup d'équipements dans la montée, mais malgré ça, on aura des problèmes. Le panneau dit qu'il faut chaîner. Chaînage obligatoire à Box Canyon. Il neige tellement qu'on n'y voit rien. Des bouchons se forment en amont des aires de chaînage. Chaînez! Ne restez pas là!
Les chauffeurs qui ne sont payés que lorsqu'ils roulent perdent patience. Pour l'instant, les deux fils sont complètement bloqués. Il y a presque 10 cm de neige. Ça peut durer toute la nuit. Et la situation ne fait qu'empirer. On va essayer de savoir ce qui s'est passé. Un camion s'est mis en portefeuille juste avant le sommet. Des centaines de véhicules sont bloqués à cause de lui. On se dirige vers le semi-remorque. On est environ 1 km du lieu de l'accident. Il y a un camion dans le fossé. Il y en a plein qui ont dérapé, tout est bloqué. Bienvenue en hiver. À toi. J'ai pu contacter Adam. C'est la première neige de la saison. Et la société de Jamie Davis a dépêché le dépanneur en chef Adam Gazzola. S'il y a un bouchon, il doit être derrière. Ça fait déjà un bon moment qu'il a quitté Hope. Il y en a qui se sont mis dans le décor. La côte doit être bloquée. Après un été long et ennuyeux, il est prêt à passer à l'action. C'est la saison. Il est temps de travailler jour et nuit. Je dormirai cet été. C'est un peu au sud du péage. Le camion accidenté a complètement bloqué la route. Ça n'avance plus. Les autorités ferment la voie inverse pour qu'Adam puisse le rejoindre. Fermé provisoirement. Le col de montagne le plus fréquenté du pays est totalement paralysé. Ça ressemble à un parking. Le sort de centaines de camions et de millions de dollars de fret repose entre les mains d'un seul homme. On se croirait sur un parking. La route est fermée depuis 61 minutes quand Adam arrive sur les lieux. Il a dépassé le camion accidenté et fait marche arrière. Ça glisse tellement que je peux même pas reculer. Malgré la pression, il se garde bien de rouler trop vite sur cette route verglacée. On ne sait pas quel danger se cache sous la neige. Essayez de me faire une petite place. C'est très glissant. Je préfère y aller doucement, sinon la dépanneuse pourrait déraper et on se retrouverait dans le décor. Voyons ce qui se passe. Il y a plein de camions à l'arrêt. Accélérez en première. Ce qui devrait être un dépannage de routine tourne au tir à la corde contre un semi-remorque à pleine charge. Allez. On peut emboutir l'arrière ou casser l'arbre de transmission. Il faut manœuvrer tout en douceur, comme si on marchait sur des œufs. Allez, appuyez sur le champignon. Essayez de m'aider. Il y a trop de glace, je n'ai aucune adhérence. La patience d'Adam finit par payer. Ses chaînes mordent dans la neige et la glace. Ça y est, la route est ouverte. Pour information, le semi-remorque a été pris en charge par une dépanneuse de Jamie Davis. Il est en cours de remorquage. Voilà ce qui se passe quand on emprunte la route de l'enfer. Après la tempête de neige de la nuit dernière, l'équipe de Jamie Davis est en effervescence. J'ai terminé! Mon but pour cette saison, c'est d'être préparé à tout et de pouvoir accomplir toutes les missions qui se présenteront. On les met en charge lente? Afin d'être prêt pour la nouvelle saison, Jamie a constitué une équipe d'une ampleur sans précédent. Signal? Oui. Prêt à décoller? Top là. Top là. L'équipe est très soudée. Chaque jour, on passe autant de temps entre nous, sinon plus, qu'avec notre propre famille. Content d'être là. Je vais revenir et prendre l'autre dépanneuse. Jamie a beaucoup investi en prévision d'une grosse saison hivernale, car il doit compenser un été long et calme. Maintenant que l'été est terminé, j'ai plein de factures à payer. Pas d'accident, pas de revenus. Faute d'argent, certaines améliorations attendues n'ont pas pu être faites. La rénovation de la dépanneuse de Bruce est remise à plus tard. Mais le plus ancien chauffeur de Jamie reste optimiste. Une fois finie, elle sera superbe. Il y aura un système audio de folie. Et on va installer des lumières stroboscopiques partout sous le châssis. Le dépanneur Kevin Ritchie est de retour.
Alors, dure journée? À la fin de la dernière saison, Kevin avait peur de conduire sa propre dépanneuse. Ça me fout les jetons de conduire ce truc. J'ai encore flippé cette nuit. Ça me stresse. Ça fait des années que je conduis des